Nous connaissons tous le Grinch, le gros type vert et poilu qui ne supporte pas Noël. Le personnage a été créé par le Dr Seuss et il est apparu pour la première fois dans son livre en 1957. À propos, sache que le Grinch n'était pas vert dans le livre, il était noir et blanc. Et si tu te demandes quel âge a le Grinch, tu apprendras qu'il a 53 ans, l'âge qu'avait le Dr Seuss lorsqu'il a écrit son histoire. Mais parlons un peu plus du personnage. Nous connaissons tous l'histoire. Une bête velue vit recluse sur une falaise à l'extérieur de la ville de Chouville. Les habitants sont obsédés par la période de Noël et en font tout un plat chaque année, ainsi que beaucoup de bruit. Le Grinch, lui, vit sur le mont Crumpit, loin de tout le monde, mais il peut quand même entendre les gens qui se réjouissent. Il est agacé par les citoyens heureux, leur bonheur et les vacances, alors il décide d'annuler les vacances de Noël. Il vole tous les cadeaux et les décorations la veille de la fête. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Le lendemain matin, il constate que les citoyens chantent quand même joyeusement. Il comprend alors que l'esprit des fêtes ne se résume pas aux cadeaux et aux décorations. En fin de compte, il se ravise, rend tout ce qu'il avait volé et fait également la fête avec tout le monde. La nouvelle originale du Dr Seuss, qui ne prend que 12 minutes à lire, a eu un succès immédiat et est devenue un symbole des vacances de Noël. On lui a proposé de faire l'objet d'une adaptation, mais l'auteur était très réticent à l'idée de réaliser une animation pour l'un de ses livres, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, il ne voulait pas que la série devienne plus célèbre que son ouvrage et ne voulait pas qu'un dessin animé ou un film soit la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils entendent parler de son œuvre. La deuxième raison est que le Dr Seuss était super méticuleux et il avait l'impression que personne ne pouvait se conformer à ses exigences. Dans les années 1960, un type l'approchait continuellement avec l'idée d'animer l'histoire du Grinch. L'homme était un grand animateur, aussi perfectionniste que le Dr Seuss lui-même, et il a finalement fait craquer l'auteur en lui envoyant une étonnante représentation du célèbre personnage du Dr Seuss, le chat au chapeau. Après quelques négociations, le Dr Seuss, convaincu, a donné son accord pour une adaptation télévisée du Grinch. 9 ans après la publication du livre, la première adaptation télévisée animée a ainsi été diffusée. C'est le Dr Seuss, l'auteur du livre, qui a écrit les paroles de toutes les chansons du film. De plus, même si le Grinch était noir et blanc dans la version originale, dans cette adaptation télévisée, le réalisateur, inspiré par les voitures de location vertes qu'il avait conduites, lui a donné cette même couleur verte. Nous trouvons tous que ce vert rend le Grinch plutôt chic, même si l'intention était exactement inverse. Quoi qu'il en soit, depuis lors, le Grinch est vert. De plus, dans le livre, les habitants de Chouville étaient recouverts de fourrure et ne portaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas non plus de chaussures, même si les femmes de Chouville portaient des talons hauts. Le dessin animé a donc plutôt pas mal modifié l'histoire originale. Le film d'animation a été un succès absolu. Il obtient toujours 100% sur Rotten Tomatoes, qui affirme que le film est une histoire de Noël ultime. Le Grinch a été désigné comme l'un des plus grands personnages de dessin animé de tous les temps. Le mot Grinch est désormais utilisé dans le langage courant. C'est ainsi que l'on appelle désormais une personne grincheuse à l'esprit anti-fête. Logiquement, les gens en ont voulu plus. Les fans écrivaient constamment au Dr Seuss, demandant plus d'histoires avec le Grinch. En 1977, soit plus de 20 ans après la sortie de l'histoire originale, l'auteur a écrit un film d'Halloween intitulé « Halloween is a Grinch Night ». L'apparition suivante du Grinch a eu lieu en 2000 dans le célèbre film en prise de vue réelle avec Jim Carrey. Le film était si enthousiasmant que la reine Elisabeth II elle-même a assisté à la première à Londres. Le film a reçu des critiques mitigées, mais il est largement apprécié par les gens du monde entier. Et le Grinch est l'une des interprétations les plus emblématiques de l'acteur. Eddie Murphy et Jack Nicholson ont également été envisagés pour jouer le Grinch. Le rôle n'était pas facile pour Jim Carrey, à cause du maquillage qu'il devait mettre à chaque fois pour devenir le Grinch. La première journée de préparation a duré environ 8h30. Selon la rumeur, la préparation était tellement longue que l'acteur a failli quitter le film, déclarant que ce serait trop dur pour lui. Heureusement, une solution a été trouvée. Un conseiller de la CIA a été engagé pour enseigner à Jim des techniques de résistance à la douleur, afin de l'aider à passer à travers le processus de maquillage qui était assez complexe. Il fallait environ 3 heures pour se maquiller et enfiler le costume. Et 1 heure supplémentaire à la fin de la journée pour enlever tout le maquillage du visage de l'acteur. Jim Carrey est passé une centaine de fois sur la chaise de maquillage.
Cela représente 400 heures, soit 16 jours au total à rester assis sur une chaise, à ne rien faire et à ne même pas pouvoir se gratter en cas de démangeaison. L'acteur a déclaré qu'après être passé par là un si grand nombre de fois, il a appris à être une personne très sereine en toutes circonstances. Pourtant, le chemin vers le zen n'a pas été facile. Le réalisateur du film a décidé de le soutenir. Un jour, il s'est maquillé et a enfilé le costume et a passé toute la journée sur le plateau habillé en Grinch. Lorsque Jim a vu pour la première fois le réalisateur dans le costume, il a pensé qu'il s'agissait d'une doublure et s'est mis en colère, disant que le gars ne lui ressemblait pas du tout. Imagine ce que cela donnait lorsque deux Grinch interagissaient sur le plateau, un plus grand et un plus petit. Je suis sûre que tout le monde s'est bien amusé ce jour-là. Au fait, la fourrure utilisée dans le costume est du poil de yak teint en vert. Les lentilles jaunes étaient importantes pour que personne ne reconnaisse Jim derrière le costume et ne puisse voir que le Grinch. Les lentilles étaient le plus gros problème et lui faisaient très mal. À certains moments, Jim ne pouvait absolument plus les supporter. Alors, dans certaines scènes, il a joué sans elles et elles ont été ajoutées plus tard en post-production avec des images de synthèse. Mais qu'est-il arrivé au Grinch après le jour où il a finalement décidé de faire la fête avec les habitants de Chouville? Il a probablement vécu heureux avec ses nouveaux amis. Mais les fans ont une autre théorie sur sa vie après la mort. Ils disent que Jack Skellington, du film de Tim Burton, est le Grinch dans l'au-delà. Je vais t'expliquer quelques trucs. D'abord, Tim Burton aurait pu réaliser le film de 2000 sur le Grinch, mais finalement, le fauteuil du réalisateur a été confié à Ron Howard. Le cœur du Grinch est devenu 3 fois plus grand, ce qui symbolise à la fois le fait qu'il est devenu une meilleure personne, mais aussi que son amour pour Noël a visiblement augmenté. On dit que le Grinch allait aimer cette fête pour le reste de sa vie. Donc s'il est vraiment devenu Jack Skellington dans l'au-delà, cela explique la soudaine obsession de Jack pour cette fête. Il ne se souvient pas de sa vie précédente, et il ne se souvient pas de Noël, mais il en devient immédiatement obsédé parce que son cœur se souvient de cette passion et cela lui plaît. En outre, les deux personnages ont de mignons acolytes. Ils ont tous les deux des chiens. Le chien du Grinch s'appelle Max et celui de Jack s'appelle Zéro. Zéro peut très bien être Max en tant que chien fantôme. Il n'y a pas de confirmation officielle ni même de commentaires concernant cette théorie, mais c'est une idée intéressante. Et si le film existe dans le même univers, je dirais que c'est une façon parfaite de les combiner. Une autre théorie de fans pourrait expliquer comment le Grinch a trouvé son chien. Comme on le sait, le Grinch vit sur le mont Crumpit, près de Chouville. Chaque année, il récupère les cadeaux non désirés de la ville que les citoyens jettent dans le vide-ordures. Certains fans suggèrent donc qu'un jour, le Grinch y a découvert Max, qui était autrefois le cadeau de Noël de quelqu'un. Mais ce n'est pas la seule théorie. Le Grinch se rend de temps en temps au bureau de poste de la ville, il aurait donc pu y récupérer un jour Max abandonné quelque part. Une autre histoire non officielle intitulée « Le Grinch rencontre son Max », publiée en 1998, raconte que le chien s'est perdu sur le mont Crumpit et que le Grinch l'a trouvé là et l'a ramené chez lui. Les deux marginaux se sont trouvés et c'est ce qui est le plus important. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Langby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance.
Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son ami, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des 10 dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace. Mais elles resteront bel et bien en vie.
Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique. Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel. Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transporte l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Les scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jean Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille, mais personne n'en est sûr. Aujourd'hui, elle mène une vie ordinaire et ne se souvient presque pas de l'incident. Des recherches plus approfondies sur ce sujet peuvent aider les scientifiques à créer des médicaments spéciaux qui pourraient aider en cas de température glaciale. Imaginez que vous puissiez sortir en toute sécurité en hiver, simplement vêtu d'un t-shirt et d'un short. De la vapeur se dégagerait de votre corps et la glace sous vos pieds fondrait. Vous auriez chaud à l'intérieur. Ce n'est peut-être qu'un beau rêve, mais de façon réaliste, les fabricants de manteaux d'hiver ne le permettraient jamais, bien entendu. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier.
Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements dans ta valise pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenue ou type de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures. C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que ses vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas? Si tu as encore du mal à emporter tous tes articles dans ta valise, il existe quelques autres astuces que tu peux utiliser pour obtenir ce petit espace supplémentaire sans coût additionnel. La plus évidente est d'utiliser ton propre corps avec la technique des couches. Choisis tous les articles encombrants et porte-en autant que tu peux sur toi. Tu peux essayer de porter un short sous ton pantalon ou plusieurs couches de tes vêtements d'hiver, comme ton pull, ta veste et ton manteau superposés les uns sur les autres. Tu vas peut-être transpirer un peu, mais la plupart des aéroports et des avions sont bien climatisés et tu peux toujours te débarrasser de quelques couches une fois que tu as embarqué dans l'avion. Au moins, tu auras des vêtements chauds dans lesquels te blottir si tu as froid pendant le vol. Si tu ne veux pas porter toutes ces couches, il existe un autre type de sac que tu peux emporter gratuitement dans l'avion. Procure-toi un ou plusieurs sacs Duty Free dans l'un des magasins de l'aéroport. Tu peux même les garder pour la prochaine fois. Range tous tes articles supplémentaires dans ton sac Duty Free et emporte-le sur ton vol sans frais supplémentaires. Cela vaut aussi la peine de réfléchir au type de bagage que tu utilises et surtout à son poids. Beaucoup de gens oublient que le poids standard de 7 kg autorisé par la plupart des compagnies aériennes comprend le poids de leur bagage à vide. Or, ce bagage peut souvent peser jusqu'à 2 à 3 kg, soit une grande partie du poids autorisé rien que pour le contenant. Alors, quand tu achètes ton bagage, prends en compte son poids. En choisissant un sac plus léger, tu auras plus de poids pour les articles que tu veux emporter. Tiens-toi à certains de ces conseils pratiques et tu ne manqueras pas d'espace ni d'argent pour tes vacances. Bon voyage!
Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète.
Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les 2 noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse. Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale, est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical. En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée. Qui aurait pu deviner que l'accessoire le plus important à avoir dans une voiture était sans doute une lime à ongles, au cas où tu aurais un besoin urgent de te faire les ongles. Non, pour traiter tes essuie-glaces. Les essuie-glaces ont un caoutchouc qui nettoie le verre en essuyant l'eau et les particules de saleté ou d'insectes sur le pare-brise. Avec le temps, cette bande de caoutchouc se recouvre d'une couche de saleté et les essuie-glaces perdent en efficacité. Il te suffit donc de retirer les essuie-glaces et de les frotter avec une lime à ongles. Cela permettra d'enlever la couche de saleté et tes essuie-glaces dureront quelques mois de plus. C'est particulièrement important pendant la saison froide, lorsque tu dois constamment enlever le givre de ta voiture. Cette astuce t'aidera non seulement à mieux voir à travers ton pare-brise et à rendre ta conduite plus sûre, mais elle te permettra aussi d'économiser beaucoup sur de nouveaux essuie-glaces. Tu t'es mal garé et tu as heurté un poteau avec ta voiture? Eh bien, ce petit creux peut être réparé avec un glaçon. Il suffit de presser un morceau de glace sèche sur le point d'impact et voilà, ta carrosserie est comme neuve. Mais cette méthode ne convient qu'aux pièces métalliques. C'est une question de dilatation thermique. Quand le métal devient chaud, il se dilate et quand il refroidit, il se rétracte. Donc quand tu mets de la glace sur le creux, il y a une tension à l'intérieur du métal qui fait qu'il reprend sa forme originelle.
Tu peux aussi utiliser une ventouse, comme celle qu'on utilise pour transporter le verre. Il suffit de la coller sur le creux et de tirer. La ventouse que tu utilises pour nettoyer un évier bouché pourrait aussi fonctionner. Essayons maintenant de cacher les rayures autour du point d'impact. Essaye de trouver un vernis à ongles ordinaire de la même couleur que ta voiture. Habituellement, les rayures sur la carrosserie ne sont pas profondes. Elles n'endommagent que la couche supérieure de vernis et ne pénètrent même pas dans la couche de peinture elle-même. Une nouvelle couche de vernis à ongles permettra de combler la rayure et ta voiture aura l'air neuve. Et si tu as endommagé le pare-brise de ta voiture d'une manière ou d'une autre et que tu vois de petites fissures se former à cet endroit, utilise du vernis à ongles transparent. Là encore, le vernis à ongles remplira les micro-fissures et les empêchera de s'agrandir. Maintenant, quelques astuces pour garder ta voiture propre en permanence. Commençons par les phares. Si tu n'arrives pas à nettoyer les traces d'insectes après un long trajet, utilise un rasoir ordinaire. Il te permettra de gratter la saleté indésirable qui s'est collée au phare. Tu peux faire la même chose avec le pare-brise. Il convient simplement de ne pas appuyer trop fort ou tu risques de rayer le verre. Et pour garder tes phares propres, quoi qu'il arrive, munis-toi d'une bougie et de white spirit. Râpe la bougie et verse-la dans un verre. Ajoute le white spirit dans le verre et chauffe le verre avec un sèche-cheveux. Applique maintenant ce mélange à tes phares ou même à ton pare-brise. Cela créera une couche de cire protectrice qui repoussera la saleté et les gouttes d'eau. Tu peux aussi appliquer de la cire sur tes rétroviseurs latéraux afin qu'ils ne soient pas recouverts d'eau quand il pleut. Si tes phares sont toujours sales, presse du dentifrice sur un chiffon sec et polis tes phares avec. Le dentifrice fait un bien meilleur travail que les nettoyants classiques. Pour protéger la carrosserie de ta voiture de la saleté et de la pluie, utilise un après-shampoing. Mélange un volume d'après-shampoing et 2 volumes d'eau. Applique ce mélange sur la voiture avec un chiffon en microfibre. Il est important de le faire sur la voiture lorsqu'elle est aussi propre que possible. Le moment idéal pour le faire est juste après l'avoir lavée. Ensuite, attends 5 minutes et sèche la voiture. Cette protection va maintenant repousser toutes les gouttes de saleté et de pluie. Passons maintenant à l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que le pare-brise et la lunette arrière s'embuent souvent. C'est parce que l'eau contenue dans l'air chaud de l'intérieur entre en contact avec les vitres froides de la voiture. L'eau se condense, se transforme en gouttelettes et reste sur les vitres. Prends de la mousse à raser ordinaire et mets-en sur le pare-brise depuis l'intérieur. Un volume de la taille de ton poing est suffisant pour l'ensemble du pare-brise. Attends quelques minutes et essuie le pare-brise avec un chiffon sec. Les produits chimiques contenus dans la mousse à raser repousseront les gouttelettes d'eau de ton pare-brise pour qu'il ne s'embue pas. Tu peux aussi commencer à combattre l'humidité à l'intérieur de la voiture. Pour cela, prends une chaussette ordinaire et remplis-la de litière pour chat. Si ce dernier est d'accord pour t'en prêter, noue la chaussette et mets-la dans la voiture. La litière pour chat absorbera l'humidité de l'air dans la voiture et tes vitres resteront sèches. Cette chaussette peut s'avérer très utile dans une situation particulière délicate. Mettons que tu sois coincé dans la neige. Tes roues patinent sur la neige et ta voiture refuse de bouger. Eh bien, il suffit de saupoudrer un peu de litière pour chat de la chaussette juste devant les roues motrices de la voiture. La traction des roues sera améliorée et tu pourras te sortir de ce piège enneigé. Maintenant, que faire si ta batterie est à plat dans un endroit désert? Il n'y a personne pour t'aider à démarrer ta voiture. Prends un cric et soulève les roues motrices de ton automobile. Assure-toi que tu le fasses en toute sécurité. Ensuite, prends une corde de remorquage, tu devrais toujours en avoir une dans ta voiture. Enroule la corde autour de la roue, de sorte que lorsque tu la tires, la roue effectue un mouvement vers l'avant. Passe la première vitesse de ton véhicule et tourne la clé de contact. Maintenant, déroule rapidement la corde pour que la roue commence à tourner. Et voilà, la voiture devrait démarrer. C'est comme faire démarrer une voiture en la poussant. Toutefois, cette astuce ne fonctionne qu'avec les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle. Si tu ne veux pas renverser d'huile lorsque tu la verses dans le moteur, il suffit de mettre un tournevis dans le trou et de verser l'huile dessus. Une option plus avancée consiste à utiliser le bidon d'huile comme arrosoir. Il se trouve que le filetage du bidon s'adapte parfaitement à celui du trou du moteur. Prends un bidon d'huile vide et découpe-en le fond. Maintenant, visse le bidon dans le trou et verse-y de l'huile sans craindre de le renverser sur le moteur. Si une poignée de porte ou une serrure est gelée en hiver, utilise du désinfectant pour les mains. Il fera fondre la glace presque instantanément. Tu peux aussi tremper ta clé dans de l'alcool pour les mains et la glisser dans la serrure. Tu devrais pouvoir l'ouvrir en quelques secondes. Si tu n'as pas de désinfectant, prends une paille, appuie-la contre la serrure et souffle de l'air chaud à travers celle-ci. Quelques minutes de respiration et la serrure pourra être ouverte. Tu recharges ton téléphone dans ta voiture, mais tu en as assez des câbles qui s'en mêlent sans cesse. Pas besoin de les couper. Prends
prends ton fil de chargeur et enroule-le autour d'un crayon. Maintenant, souffle de l'air chaud dessus avec un sèche-cheveux, mais ne surchauffe pas le fil. Il devrait maintenant ressembler à un ressort souple et sa longueur sera beaucoup plus courte. Si tu aimes la limonade ou le coca, mais que tu n'as pas de décapsuleur dans ta voiture, pas de problème, utilise simplement le bout de ta ceinture de sécurité et hop, tu peux déguster ta boisson préférée. Si tu vis dans un pays chaud, tu as souvent constaté que le volant de ta voiture peut devenir si chaud que tu te brûles presque les mains en le touchant. La solution la plus simple est de tourner le volant lorsque tu te gares de façon à ce que sa partie basse soit en haut. Une fois de retour dans ta voiture, tu pourras tenir le volant par le côté supérieur, maintenant beaucoup moins chaud. De plus, si ta voiture surchauffe sur un parking, baisse simplement la fenêtre du conducteur et sors de la voiture. Puis ouvre et ferme la porte arrière droite plusieurs fois. Cela accélérera le processus d'aération à l'intérieur et tu n'auras pas à conduire dans un four mobile. Lorsque tu sors de ta voiture, tu peux parfois recevoir un choc électrique. Cela est dû à l'électricité statique. Tu frottes tes vêtements sur le siège, puis tu touches la porte métallique lorsque tu essayes de la fermer. À ce moment-là, il y a un choc électrique entre ta main et la porte. Pour éviter cela, ouvre d'abord la porte en touchant la carrosserie de la voiture avec ta main. Tu peux toucher la porte du passager depuis l'extérieur. Ensuite, pose ton pied sur le sol et sors de la voiture. Et voilà, tu as évité un choc électrique. Si tu es un conducteur novice, tu n'as peut-être pas une bonne idée de la taille réelle de ta voiture. Tu risques donc de la rayer en la garant. Même dans ton propre garage, il suffit de suspendre une balle de tennis au plafond pour qu'elle touche le pare-brise ou la lunette arrière exactement au moment où tu dois appuyer sur le frein. Tu te garantiras un stationnement parfait et aucune rayure. Si tu partages la voiture avec quelqu'un, tu dois constamment ajuster le siège du conducteur. Pour simplifier ce processus, tu peux mettre de petites bandes de ruban adhésif de couleur sur le panneau sous le siège et sur la portière du conducteur lorsque le siège est dans une position confortable. Lorsque tu ajustes le siège, il te suffit de mettre ces bandes l'une en face de l'autre. Tu peux utiliser des couleurs de bandes différentes pour chaque conducteur. Ou bien l'autre conducteur peut s'acheter sa propre voiture. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues.
Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord.
L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars.
Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïdes n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius. Mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est At-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, At-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP-12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile.
ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces deux étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile haute, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes.
Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur.
et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries, et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre.
Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie.